Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur French Press, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font l'actualité littéraire en France, l'émission produite par l'Université Ohio State et son centre d'excellence. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Pauline Delabroix-Allard qui vient nous parler de Qui sait, un roman publié en août dernier aux éditions Gallimard. Pour cette conversation, j'ai le plaisir d'être accompagné par ma collègue Lucille Toth, qui est professeure assistante à l'Université Ohio State et chorégraphe. Bonjour Lucille Toth. Bonjour Benjamin. Et bonjour à vous Pauline Delabroix-Allard. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous les deux. Je suis vraiment ravie de faire partie de cette émission. Vous êtes né en 1988 d'un père universitaire, l'écrivain Jean Delabroix. Ainsi, pouvons-nous dire que la littérature occupe depuis toujours une place centrale dans votre vie. Vous avez étudié les lettres classiques et débuté une carrière de libraire à Paris. Plus tard, vous êtes également devenue ouvreuse de cinéma et enseignante dans un lycée. Vous êtes actuellement romancière et vous avez publié 2 romans parmi d'autres ouvrages et essais. Vous vivez à Paris avec votre compagne Sarah et vos 2 filles, Irène et Bertille. Alors au début de votre carrière littéraire, en 2013, vous avez écrit un ouvrage à 4 mains avec l'écrivaine Kim Hulot-Guillot, intitulé « La littérature expliquée aux matheux » qui parcourt les classiques français du XIXe siècle. Également en 2013, vous avez réalisé un court-métrage intitulé « Voyage en mer inconnue », un documentaire qui porte sur la vie d'une mère seule, abandonnée du jour au lendemain par le père de sa fille aînée. Par ailleurs, avant de vous consacrer à l'écriture de vos romans, vous avez également contribué à la revue En attendant Nado durant 5 ans. Alors votre premier roman, Ça raconte Sarah, a été publié en 2018 par les éditions de Minuit. Ce roman a été traduit dans de nombreuses langues et a remporté des prix importants tels que le prix des libraires de Nancy, le prix envoyé par la Poste, le prix du style et le prix du roman des étudiants France Culture Télérama. Il a été également finaliste du prix Goncourt et du prix Albertine. En 2019, vous avez touché un large public grâce à votre album jeunesse Avec toi, illustré par l'artiste japonaise Ifumiyo et publié aux éditions Thierry Magnier. En 2021, vous avez rédigé un recueil de poésie Maison Tanière qui est paru aux éditions Iconoclaste. Récemment, à la rentrée littéraire 2022, vous avez publié aux éditions Gallimard votre second roman, Qui sait, l'ouvrage dont nous allons parler ensemble aujourd'hui. Alors, pour commencer à discuter de votre dernier texte, Qui sait, j'aimerais débuter par un bref retour en arrière et revenir à votre magnifique premier roman, Ça raconte Sarah, une œuvre qui a touché vos lectrices et lecteurs en faisant le récit d'une passion dévorante entre 2 femmes. Une première différence surgit à la comparaison des 2 textes. Alors que dans Ça raconte Sarah, l'héroïne n'a pas de prénom et se trouve comme effacée, vampirisée par son amante, elle s'appelle Pauline dans votre nouveau roman, et cherche précisément à percer le mystère des prénoms secondaires qui lui ont été donnés à sa naissance et dont elle a fait la découverte tardive à la faveur d'une simple démarche administrative. Diriez-vous que Qui sait s'inscrit dans la continuité des thèmes et du style développés par Ça raconte Sarah, ou êtes-vous davantage sensible aux ruptures, aux évolutions que ce deuxième roman manifeste par rapport au premier ? C'est une excellente question que j'ai pas arrêté de me poser moi-même quand j'écrivais Qui sait, parce que j'avais à la fois envie d'une continuité évidemment avec mon premier roman, et puis en même temps d'une rupture, puisque j'avais envie cette fois que toute la lumière soit faite sur le personnage de la narratrice, qui, comme vous l'avez dit, dans mon premier roman, n'a pas forcément autant de chair, si j'ose dire, que le personnage qui lui fait face, c'est-à-dire le personnage de Sarah, l'amoureuse, qui, elle, a un prénom et surtout est très incarnée, alors que la narratrice, qui pourrait sembler être un double de moi, hein, de l'écrivaine, pour plein d'aspects, c'est une jeune femme de mon âge, qui fait le même métier que moi, etc., mais est tout à fait effacée dans ce premier roman. Donc, j'avais envie de donner de la lumière cette fois-ci à la narratrice et puis quand même de marquer une rupture puisque d'un roman d'amour, je suis passée à l'écriture d'un roman qui était, on peut appeler une quête d'identité. Donc, c'était vraiment pour moi l'occasion d'expérimenter, j'allais dire pas un autre style parce que je pense qu'on me reconnaît quand même, mais en tout cas une autre forme d'intériorité à laquelle on n'avait pas spécialement accès dans Ça raconte Sarah, puisque Ça raconte Sarah était vraiment axé sur les pensées, les ressentis, les émotions du personnage de Sarah. En lisant votre roman, nous découvrons décliné à des degrés divers le thème des origines, un thème qui apparaît aussi bien dans des scènes spécifiques, comme celle où l'héroïne s'aventure dans une grotte ornée de pâtures datant de l'ère préhistorique,
qu'au niveau macro-structurel du récit, puisque votre texte raconte une quête de soi à travers une série de prénoms. Vous semble-t-il justifié de décrire qui c'est comme un roman des origines? Oui, tout à fait. En fait, pour, parler un petit peu du cheminement de cette narratrice, elle se rend à la mairie, pour, faire sa carte d'identité. Elle en a jamais eu et elle se rend compte à cette occasion qu'elle possède non pas un seul prénom qui est son premier Pauline, mais 4 et dont elle n'a jamais entendu parler. Elle se tourne vers ses parents pour essayer de les questionner et ils ne souhaitent pas répondre ou ne veulent pas répondre, on ne sait pas très bien. Du coup, elle décide d'enquêter. Donc c'est vraiment comment dire? Le point de départ de ce roman, c'est ça, c'est la recherche de ses origines, c'est-à-dire de ce qui s'est passé avant sa naissance pour que ses parents souhaitent lui donner ces prénoms-là, dans lesquels, notamment ce qui l'intrigue beaucoup, il y a la présence d'un prénom d'homme. Donc c'est vraiment, le point de départ du roman, c'est ça. Et il se trouve qu'en plus, cette narratrice, au moment où elle fait cette démarche, où elle se rend compte qu'elle porte 4 prénoms et elle-même enceinte, ce qui fait que en fait, elle souhaite se placer dans une lignée. En fait, elle a besoin, ça devient vraiment, comment dire? Primordial pour elle, puisqu'elle va transmettre la vie, de s'attacher, du coup, à une famille, une lignée de femmes. Elle a envie de savoir qui il y avait au-dessus de sa propre mère, sa grand-mère et cetera et ce qui l'amène même jusqu'aux femmes préhistoriques parce que comme vous l'avez dit, elle visite, une grotte, rupestre et à cette occasion, elle apprend ce qui la bouleverse, que les peintures des mains qu'on voit sur les parois des grottes sont uniquement des peintures de mains féminines et donc se pose la question de pourquoi les femmes, dès la préhistoire, avaient envie de laisser une trace et donc elle cherche, encore plus généralement que sa propre famille et sa propre lignée, à trouver une place finalement dans l'univers. Votre texte emprunte à Emmanuel Kant 3 questions fameuses auxquelles ce philosophe s'est efforcé de répondre dans la critique de la raison pure, la critique de la raison pratique et la religion dans les limites de la simple raison. Ces questions sont: que puis-je savoir? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? Ces questions donnent leur titre aux parties successives de votre roman et viennent structurer votre récit. Pouvez-vous préciser les raisons pour lesquelles vous avez adopté ces questions afin d'organiser votre texte et nous dire ce que doit plus largement qui sait à la philosophie kantienne à laquelle vous vous référez de manière explicite? Bah, ce sont des questions qui, moi, m'ont habité très longtemps. Je les ai, j'ai appris leur existence quand j'étais, étudiante, en littérature et plus généralement en sciences humaines. Donc j'ai travaillé la philosophie, j'ai travaillé ces questions kantiennes et c'était il y a, à peu près, 15 ans et pour autant, elles ont continué de m'habiter, toutes ces années. J'y pensais très souvent. Je suis pas du tout spécialiste de Kant, mais vraiment ces 3 questions-là, restaient dans mon esprit de manière lancinante et notamment, surtout, celle, qui annonce la troisième partie de mon roman, c'est-à-dire: «Que m'est-il permis d'espérer?» parce que, je trouve que la formulation de cette question en elle-même, est assez incroyable. En fait, Kant ne demande pas, «Que puis-je espérer?» Vraiment, il y a cette notion d'espoir, que m'est-il permis? Enfin, et de cette notion de possibilité. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a le droit d'espérer quelque chose, quelque part et donc en fait, c'est vraiment celle-ci qui m'intéressait le plus puisque, la narratrice de mon roman va subir un drame intime extrêmement cruel qui va lui faire perdre, vraiment espoir et en fait, tout le trajet du roman aussi, c'était d'essayer de comprendre comment on peut survivre à ce genre de drame et quel espoir on peut encore essayer, de trouver dans la vie quand on décide de continuer à la mener et qu'on a été comme ça, bouleversé dans le plus profond de soi-même. Donc c'était vraiment, ça me permettait ces 3 questions d'aller d'un personnage à l'autre puisqu'en fait la narratrice va essayer de découvrir les uns après les autres qui sont les personnages, derrière les prénoms qu'elle porte. Donc Jeanne d'abord, qui se réfère à une arrière-grand-mère. Ensuite, Jérôme, ce prénom quand même, masculin assez étonnant, qui l'emmène, à la recherche d'un ami de la famille qui était homosexuel dans les années 80 et enfin, la partie sur, Isée, ce prénom qui vient de l'œuvre de Paul Claudel et qui, l'emmène vraiment dans une plongée dans la littérature et en fait, c'est ça finalement la clé du roman, c'est que m'est-il permis d'espérer? C'est, de pouvoir vivre au milieu, des êtres fantomatiques qui peuplent les livres.
Je ne résiste pas à la tentation de vous poser la question, mais est-ce que ces prénoms intermédiaires sont effectivement les vôtres? Exactement. Alors en fait, moi, c'est ça qui m'importait, c'est que la carte d'identité que je décris au tout début du roman est ma véritable carte d'identité. Très bien. Donc il y a vraiment une dimension autobiographique très, très assumée, très, très consciente dans ce roman. Oui, tout à fait. Votre roman est intitulé Qui sait? Sans point d'interrogation, alors que ce signe de ponctuation serait grammaticalement attendu ici. L'absence du point d'interrogation est d'autant plus surprenante que votre roman peut se lire comme une quête identitaire au sein de laquelle la question Qui sait? Prend un sens littéral. Qui sait d'où vient l'héroïne et qui sait quelque chose en particulier au sujet des 3 personnes qui lui ont donné ses prénoms secondaires, Jeanne, Jérôme et Isée. Par ailleurs, on attend également un écho de qui sait, avec le verbe être et non le verbe savoir, pourvu que l'on prononce votre titre à voix haute. Pouvez-vous nous dire pour quelle raison vous avez décidé de faire l'économie du point d'interrogation dans le titre de votre roman? Alors ça a été, une question, qui a causé beaucoup de débats entre, mon éditrice et moi. On a vraiment, longtemps hésité, voilà, on a eu plusieurs conversations à ce sujet et finalement, on est tombées toutes les 2 d'accord pour dire que, sans point d'interrogation, c'était encore plus fort puisque ça ne laissait pas justement la place à la question. C'était, l'affirmation de soi, que cherche en fait, cette narratrice tout au long du roman. Donc c'était vraiment pour poser dès la couverture, l'idée que, elle va trouver sa voie, elle va trouver sa route et qu'elle va aller vers la connaissance, ce verbe de savoir justement qui voilà, mais aussi vers l'identité puisque comme vous l'avez dit, à l'oral, on peut aussi entendre le verbe être. Donc c'était très important pour nous, qu'il y ait pas ce point d'interrogation, puisque en plus avec le point d'interrogation, il y a cette expression, on sait quand on dit «quitter», c'est pour laisser la place au doute, pour laisser la place au hasard et là, justement, on avait bien envie d'une narratrice qui, comment dire? Qui fraye son chemin, en justement, se délestant de ses doutes. Alors que les prénoms Jeanne et Jérôme sont ceux de personnes bien réelles, le troisième prénom secondaire de l'héroïne, Isée, est emprunté à la pièce de Claudel, Le partage de midi. La partie du roman qui est consacrée à cette œuvre peut se lire comme une mise en abîme, puisqu'elle décrit la plongée de l'héroïne dans cette pièce de théâtre. Peut-on dire que Pauline se découvre elle-même par l'intermédiaire de ce livre, et qui découvre-t-elle qu'elle n'avait pu apprendre en se penchant sur l'histoire de Jeanne et Jérôme? La partie sur Isée, c'est celle que j'ai le plus de plaisir à écrire parce que au delà de ce que je voulais y raconter, il y avait aussi un jeu littéraire pour moi, puisque je voulais justement décrire effectivement, quasi physiquement ce qui peut nous arriver quand on est happé par un livre qu'on aime et c'est le cas pour, la narratrice qui au début n'a pas du tout envie de lire cette pièce de Paul Claudel. Elle pense que c'est pas du théâtre pour elle, que ça va pas lui plaire et finalement elle s'y plonge et en fait, c'est une révélation dans le sens où elle se trouve entre les lignes. Elle se prend d'amitié pour ce personnage de Isée et puis, au au bout d'un moment, même, c'est plus que ça encore, c'est-à-dire qu'elle se dédouble et elle devient elle-même Isée. Donc il y a vraiment un jeu, littéraire. Je me suis beaucoup amusée. Il y a des moments où dans les phrases, on ne sait plus si c'est la narratrice ou si c'est Isée et voilà, ça m'a beaucoup plu, de d'écrire comme ça et puis, surtout, il se trouve que, bon, ça, c'est vraiment à la fin du livre, mais je vous le dévoile, vous le savez, elle y trouve sa mère, en fait, tout simplement, puisque elle se rend compte que, Isée, c'est ce personnage qu'un jour a joué sa mère, dans les années 80, alors qu'elle faisait du théâtre et cetera. Tout un pan de la vie de sa mère que sa mère, ne lui a jamais raconté, dont elle a jamais voulu parler et donc en lisant cette pièce, finalement, elle reconnecte aussi quelque part avec la lignée dont on parlait tout à l'heure et qu'elle cherche, désespérément. Très bien, merci beaucoup. Alors je vais donner à présent la parole à Lucie Toff, qui a préparé des questions sur votre roman. Ce livre retrace un deuil, le deuil d'un bébé mort, même si le mot ne sera dit qu'à la toute fin du roman. C'est aussi un roman sur la douleur physique du deuil, sur le besoin de compenser le manque de larmes par la souffrance du corps. Pauline prend des cours de barater, par exemple, de manière intensive, puis elle se met à nager quotidiennement. Elle cherche à sentir dans son corps ce qu'il lui est impossible de dire. « Je veux continuer à avoir mal dans mon corps », dit l'héroïne, « me donner une bonne raison d'avoir mal ». Comment s'est imposé à vous et comment s'est imposé à l'héroïne ce besoin de passer par le corps pour faire deuil?
En fait, je crois que cette narratrice, elle a vécu une tellement grande souffrance que elle en a quasi perdu la parole. Elle n'arrive plus à communiquer. La relation est quasi rompue avec sa compagne parce que ce qu'elle a vécu était tellement douloureux qu'elle peut pas l'exprimer. En fait, c'est vraiment l'inexprimable. Et pareil avec sa famille. Enfin, on sent que vraiment elle est très seule et elle est très repliée du coup dans son propre intérieur physique. Là où encore juste avant il y avait le bébé et où il y a plus personne. Et du coup vraiment cette coquille, cette enveloppe que représente son corps, elle a envie de le mettre à mal pour dire sa souffrance puisque elle peut plus le faire avec des mots. Elle arrive quasiment plus à parler. C'est ce qu'elle raconte à un moment. Elle part en Tunisie et là, à nouveau, elle parle avec des êtres humains, mais sinon, elle parle plus. Et du coup, éprouver comme ça son corps, c'est à la fois une manière d'exprimer sa souffrance et aussi de se prouver à elle-même qu'elle est toujours vivante, parce qu'un corps qui souffre, c'est un corps qui existe, c'est un corps qui est là, quoi, qui est vivant, qui ressent encore des choses. Et elle a tellement le sentiment qu'elle pourra plus jamais rien ressentir que c'est faire l'expérience avec la danse, avec la nage, avec voilà, tout un tas de mises à l'épreuve, faire l'expérience d'une présence encore de son intériorité. Donc, c'est vraiment très important pour elle. Le ventre est un élément récurrent. Dans votre récit, vous posez la question de ce qui reste lorsqu'un ventre est vidé malgré lui, quand il devient preuve de l'absence ou preuve de l'échec, comme vous l'écrivez. Vous présentez aussi un ventre qui saigne lors d'une scène sublime où vous décrivez les menstruations de l'héroïne qui font écho à la perte prématurée de l'enfant. Finalement, c'est le ventre de la maison qui se laisse habiter et qui autorise Pauline à devenir ce fœtus perdu. « Je suis un fœtus dans le ventre de la maison », dit-elle. Pouvez-vous nous raconter ce glissement quasi architectural d'un ventre-corps vers un ventre-habitat? Ça me fait très plaisir cette question parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé de travailler dans mon texte de manière. Je voulais pas que ce soit grossier, je voulais qu'on y arrive petit à petit et qu'on passe d'un chapitre, d'une grande partie à l'autre. Il y a plusieurs ventres. Pour moi, par exemple, la grotte dont on parlait tout à l'heure est aussi une espèce de ventre dans laquelle la narratrice, alors enceinte, donc c'est elle-même porte la vie et elle est dans un ventre un peu comme ça ancestral. Donc c'est cette figure de la grotte, un peu utérine comme ça, c'était très important pour moi. Et puis après, effectivement, la scène du ventre qui se vide de son sang. Donc ça, j'ai passé beaucoup de temps. J'étais important. Et puis je voulais qu'elle trouve sa maison en fait. Quelque part, trouver ses origines, c'est aussi trouver sa maison, trouver son bah oui, oui, une espèce de, comment dire, de ventre symbolique dans laquelle elle peut enfin être l'enfant que peut-être elle n'a jamais été. Mais ça, c'est encore une autre question, mais on sent qu'elle a quand même une enfance un peu particulière où elle a pas pu être un vrai enfant dans le sens où, très vite quand même dans cette famille, il y avait une chape comme ça de silence qui enveloppait tout et qui faisait que la vie était pas très légère. Et du coup, voilà, dans cette maison, elle, retrouve cette place un peu de fœtus, enfin, c'est bizarre de dire ça, mais en tout cas d'enfant peut-être. L'un des 3 prénoms qui font l'objet de l'enquête de l'héroïne est celui de Jérôme, un jeune homme mort du sida à 30 ans qui était aimé d'Émile. Pauline est un personnage lesbien qui s'inscrit donc également dans une histoire similaire à celle de Jérôme et Émile, une histoire marquée par la perte, par la maladie, mais aussi par une littérature foisonnante que l'héroïne dévore dans votre livre. Alors, pour ne citer que, elle parle de Bernard-Marie Coltès, elle parle aussi de Michel Foucault. Quelle place a pris cette littérature homosexuelle, cette littérature du sida, dans l'élaboration de votre récit? Eh bien, j'ai eu vraiment besoin et envie de me plonger là-dedans puisque ce Jérôme inconnu avait quelques caractéristiques quand même qui me sont parvenues. Dont le fait que c'était un jeune homme qui est mort du sida. Et pour moi, qui vit quand même à une période où je connais pas de gens qui meurent de cette maladie. Dieu merci, on a quand même trouvé le moyen que ça arrive moins, en tout cas dans nos pays à nous. Voilà, donc du coup, j'arrivais pas à me représenter toute cette génération de garçons enfin surtout de garçons, mais pas que, qui ont vu partir leurs proches par dizaines d'un coup en l'espace de 5-10 ans. Enfin,
Et donc, pour comprendre ça, j'ai eu besoin de me rapprocher de ceux qui en ont témoigné par leur art, par leurs livres. Et donc, c'est vrai que vous avez cité Foucault, mais il y avait surtout celui que j'ai beaucoup lu, c'est Hervé Guibert, qui a témoigné de ça jusqu'à la fin, presque quasiment sur son lit de mort. Et forcément, pour moi, Jérôme prenait le visage de ces garçons-là que j'ai connus par la littérature. Donc, en fait, dans mon livre, les livres sont très importants. Il y a Claudel qui montre à la narratrice Pauline que la vie est encore possible. Mais avant ça, il y a effectivement toute cette bande, comme je le dis, de garçons qui lui montrent aussi le chemin vers Jérôme. Donc, j'aime bien ces moments où on voit quelqu'un lire dans un livre. Cette mise en abîme me plaît beaucoup. L'héroïne semble éprouver le besoin de s'inscrire dans une filiation intergénérationnelle de femmes. Ceci est particulièrement visible dans sa quête de Jeanne, son ancêtre dont elle ignore tout et dont personne ne connaît vraiment les raisons de la disparition. On a une famille anonyme, dit-elle. Parce que le passé des parents est tu, Pauline doit imaginer et retracer elle-même cette filiation. Quels sont les rôles de l'imagination, de la fiction et du fantasme dans le tissage de cette filiation intergénérationnelle ? En fait, il lui reste plus que ça à la narratrice, l'imagination et le fantasme, puisque la parole n'est pas transmise dans cette famille. Elle n'arrête pas de le dire. C'est une famille où le silence pèse des tonnes, où les parents, qui sont pourtant des gens éduqués, manifestement, n'ont pas du tout envie de transmettre des choses. Donc, et voilà, c'est une famille assez étrange où il n'y a pas de photos sur le frigo, où on ne raconte pas d'histoire de quand on était petit. Donc, il lui reste plus que ça, en fait, à elle d'imaginer à partir des quelques traces qui persistent malgré tout. C'est-à-dire que Jeanne, elle sort complètement de son imagination et en même temps, pas que, puisqu'elle elle a le sentiment d'aller vers elle quand elle trouve une photo chez sa grand-mère, par exemple. Mais c'est vraiment à la marge. Elle trouve cette photo, elle la prend en photo un peu en cachette pour ensuite pouvoir la contempler plus facilement. Enfin, tout est un peu compliqué. Donc, en fait, ce qui se passe d'important pour retourner vers ses ancêtres, c'est son trajet intérieur, son imagination et aussi, du coup, l'écriture. Je suis moi-même danseuse et chercheuse en danse, donc j'ai été particulièrement frappée par la manière dont vous décrivez les mouvements et surtout le langage qu'utilise Maxence, le professeur de danse, pendant les cours. Mais j'ai aussi été frappée par le choix de la barre à terre et non d'un cours de danse peut-être plus traditionnel. La barre à terre se pratique allongée, au ras du sol et souvent sur le ventre. Quel a été le cheminement qui vous a amené à ce choix de la barre à terre et de la voix du professeur comme langage de résistance ? Je voulais absolument parler de cette pratique, puisque justement, il m'importait beaucoup que la narratrice soit par terre, parce que c'est la position, je veux dire, elle est couchée, elle est en deuil, elle n'arrive plus à se mouvoir. Donc, faire un autre sport qui nécessiterait d'être debout, de sauter, voilà, pour moi, ça me semblait improbable. Pour l'instant, elle est juste épuisée par la vie. Elle a vécu un traumatisme bien trop important pour elle. Donc, dans un premier temps, vraiment, c'est ce qu'il lui fallait pour moi, c'était cette discipline de faire, parce que c'est vraiment les cours de barre au sol, c'est impressionnant enfin, c'est vraiment très dur physiquement, en fait, alors même que justement, on est couché, donc on pourrait penser que, voilà, c'est assez simple, mais alors pas du tout, ça n'a rien de simple, et du coup, pour moi, ça alliait les deux, c'est-à-dire qu'elle est couchée symboliquement, ça veut dire que vraiment, elle est quasiment morte, mais que pourtant, elle fait travailler son corps jusqu'à l'épuisement. Et puis ensuite, il y a la natation. Donc ça veut dire que déjà, pas mieux, elle est déjà dans un autre mouvement. Très bien, un grand merci pour votre présence aujourd'hui, Pauline Delabroix-Allard. Ce fut un sincère plaisir de discuter avec vous de votre magnifique roman, paru en 2022 aux éditions Gallimard, Qui sait ? Voilà, c'est la fin de notre émission. Nous aurons très bientôt la joie de nous entretenir avec la professeure Maboula Soumaoro, qui sera dans 10 jours l'invité exceptionnel du Centre d'excellence du département de français et d'italien de l'Université Ohio State. Elle vient nous parler du Triangle et l'Hexagone, réflexion sur une identité noire, ouvrage hybride qui croise analyse de la diaspora noire et récit autobiographique. En attendant cette prochaine rencontre, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux
et à regarder nos précédents entretiens sur le site de la Villa Albertine, le site des services culturels de l'ambassade de France aux États-Unis. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous avec French Press.